Bon, je crois que nous pouvons commencer. Bonjour tout le monde, bienvenue à à ce nouveau webinaire collectif. On est très fiers d'être en partenariat avec Cooperators. Je m'appelle Andrea Board, je suis la directrice des événements et ici à la FCM et c'est vraiment un honneur pour nous d'être les hôtes de cette conversation avec notre engagement envers la réconciliation. Je voudrais dire que je suis au bureau national de la FCM sur le territoire non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. Ils sont ici depuis des temps immémoriaux. Comme organisation, nous voulons euh, contrer les pratiques coloniales et adapter nos façons de travailler en bâtissant des relations significatives et en reconnaissant les contributions des peuples autochtones ici et ailleurs au Canada. Et nous honorons leur force et leur contribution. Je vous demande d'honorer le territoire où vous vous trouvez aujourd'hui. Nous avons des collègues incluant des représentants des gouvernements municipaux, le secteur privé, les ONG, la société civile, différents paliers de gouvernement. On a des gens de Port Moody en Colombie-Britannique, de la ville de Laval et de Northwestico à l'île du Prince-Édouard. Et je crois que les meilleurs guenilles d'Omar se trouvent là. Alors, ça va nous permettre de faire le travail typique que nous avons devant nous. J'ai quelques points de logistique. Cette session est disponible avec de l'interprétation simultanée pour participer en français. Vous pouvez cliquer sur l'icône en forme de globe terrestre et choisir le français. Si vous ne faites pas cela, vous allez entendre la présentation en anglais. Comme vous voyez, si vous voulez poser des questions, s'il vous plaît, clavardez vos questions dans la boîte de discussion et ne pas utiliser la fonction lever la main. C'est un webinaire de 60 minutes, donc nous allons essayer de respecter ce temps limité que nous avons. J'aimerais maintenant présenter la modératrice. Nous avons avec nous la conseillère Kathy Jeffrey de la ville de Collingwood en Ontario. La conseillère Jeffrey est dans son 5e mandat comme politicienne municipale et elle siège aussi au CA de la FCM comme directrice. Elle est revenue de Jordanie récemment où elle a visité nos programmes internationaux en Jordanie. Nous soutenons le renforcement des capacités des gouvernements municipaux dans plusieurs pays dans le monde. Alors, à vous, conseillère Jeffrey, pour commencer le webinaire d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment ravis que vous puissiez être avec nous aujourd'hui. Et comme vous voyez, c'est enregistré et sera disponible dans l'avenir pour vos collègues intéressés et ceux qui ne peuvent pas être ici aujourd'hui. Alors, en novembre 2022, le gouvernement a annoncé son plan d'adaptation nationale de 1,6 milliard de dollars. Et la FCM et ses municipalités membres l'ont accueilli avec beaucoup d'enthousiasme. C'est une approche à l'adaptation, à l'atténuation avec une approche pan-canadienne et l'annonce inclut un investissement significatif de 530 millions pour soutenir, accélérer et mettre à l'échelle les initiatives d'adaptation climatique comme partie du Fonds municipal vert de la FCM qui amène ce fonds à 2,1 milliard de dollars. Il y a aussi un supplément au Fonds d'adaptation et réponse aux désastres naturels. Et il y a eu d'autres lignes budgétaires incluant 164 millions de dollars pour améliorer l'accès des Canadiens aux cartographies d'inondations pour protéger contre la chaleur extrême, 41 millions pour un projet pilote pour améliorer la résilience dans les communautés du Nord et côtières et 40 millions pour une évaluation scientifique et améliorer les données scientifiques. La stratégie a été bien reçue par l'industrie des assurances du Canada et
Le Bureau de l'assurance du Canada a salué l'initiative comme courageuse. Radio-Canada a rapporté que ça démontre un Canada qui veut être prêt à répondre à n'importe quelle situation et crise. Donc, c'est de là que nous allons parler aujourd'hui. Nos panélistes vont nous offrir leur point de vue là-dessus et vont aborder le nouveau financement pour voilà, gérer ces risques. On va leur donner 4 à 5 minutes à chaque panéliste et ensuite il y aura une table ronde avec nos panélistes. Et si je fais bien mon travail, on pourra répondre à vos questions. Alors, commençons tout de suite. Notre premier panéliste aujourd'hui, c'est Sarah Miller. Sarah a une longue expérience en politique climatique, conservation, gestion des ressources naturelles et l'économie verte. Elle a travaillé comme consultante indépendante, a participé à de la recherche et a fourni des conseils politiques à des ONG et à des gouvernements. Elle a travaillé aussi comme directrice des politiques et des stratégies pour le Parti vert de la Colombie-Britannique et elle a fait des études à Oxford et au London School of Economics. Et on a hâte d'entendre vos commentaires. Merci beaucoup, Cathy, et merci de m'inviter. Je suis vraiment ravi d'être ici et de pouvoir vous parler de cette stratégie et d'être à côté de Julie et Dawn sur ce panel. Je vais très brièvement vous parler de nos pensées sur la stratégie d'adaptation nationale et le cadre que ça offre pour la planification au niveau national. Et ensuite, on pourra s'adresser aux points spécifiques. Bien sûr, cette stratégie, pour faire écho à ce que Cathy a dit, nous l'accueillons, nous la saluons parce que ça marque un changement jusqu'à très récemment, jusqu'au moment de l'introduction de cette stratégie. On était très en arrière, très en retard comparé à beaucoup de pays dans le monde en ce qui concerne une approche coordonnée pour l'adaptation. Beaucoup ici à cet appel le savent. Ça a été assez ad hoc, assez décentralisé comme approche. Beaucoup euh, a été fait par les gouvernements locaux sur le front, mais il n'y avait pas de cadre pour l'action stratégique au niveau fédéral. Et je crois que c'est ça le point principal par rapport à ce plan d'adaptation. Il y a le financement, bien sûr, c'est important. Et quand on regarde les échéanciers, c'est un financement à long terme. Donc, il va falloir ajouter à ce financement, même si le ministre a dit que c'était un premier paiement, un premier versement. Donc, si on le regarde de cette façon-là, c'est une bonne chose, mais on n'a pas fini. Il faut financer davantage cette adaptation au niveau national. Mais ce qu'il y a de très important dans cette stratégie d'adaptation nationale, c'est que ça s'éloigne pour la première fois de cette approche que nous avons depuis un long moment d'avoir des aspirations, des documents qui aspirent et qui rêvent, mais qui ne guident pas la planification de façon stratégique. Donc, cette stratégie d'adaptation nationale, pour la première fois, n'a pas seulement ces buts aspirationnels de haut niveau, on met en place des objectifs à mi-terme et même à court terme, ainsi que des cibles, des objectifs qui sont mesurables et souvent quantitatifs. Donc, on établit des objectifs pour des années spécifiques pour améliorer la résilience dans les 5 systèmes dont on parle dans la stratégie. Donc, pour nous, c'est ça qui est clé, c'est ça qui est critique et ce qui rend de cette stratégie une stratégie qui a beaucoup de potentiel pour guider cette approche de toute la société et qui permet à tous les gouvernements de répondre et de réagir à tous les risques en se basant sur les données et en étant le plus efficace possible. Je dirais aussi que le plan d'adaptation nationale est encore sous développement. On a vu l'ébauche de la stratégie lancée à la fin de l'année dernière. Elle est encore assujettie à des commentaires. Alors, on va voir quelle sera la version finale, de quoi auront l'air les cibles et les objectifs après la consultation, les consultations avec d'autres niveaux de gouvernement, d'autres paliers de gouvernement. Et on espère qu'on ne va pas s'éloigner trop du chemin choisi en ayant
ces cibles mesurables et spécifiques pour juger, évaluer le progrès. Et l'autre élément clé dans cette stratégie, elle souligne une approche de monitoring et de suivi, une façon de mesurer le progrès et créer un certain redevabilité pour le gouvernement en travaillant avec les différents paliers de gouvernement pour que ça marche pour les communautés, les collectivités, pour les municipalités. Il y aura une mise à jour fréquente sur un échéancier de 5 ans et c'est critique pour ce genre de travail. Beaucoup de nos compréhensions est en évolution par rapport au risque, comment ça se manifeste dans les communautés et les interventions les plus importantes pour s'adresser. Alors, ce n'est pas le seul moment. C'est un moment important, mais on va pouvoir continuer de mettre à jour et planifier pour une stratégie encore plus forte dans l'avenir. Alors, je vais m'arrêter là comme commentaire initial à vous, Cathy. Merci. Merci beaucoup, Sarah. Et on a hâte d'entendre vos explications plus tard pendant les questions. Maintenant, on a Julie Wright. Julie Wright est directrice à Partners for Action depuis décembre 2020 et auparavant, elle était directrice de WSI à l'Université de Waterloo, incluant le lancement d'une série de sommets pour s'attaquer aux défis des changements climatiques, accès à de l'énergie propre et mise en œuvre des ODD, des Objectifs du développement durable de l'ONU. Avant de travailler à Partners for Action, elle a travaillé avec plusieurs clients dans le secteur privé, dans le secteur culturel. Et si ça ne suffit pas, elle est aussi la conseillère pour le district 7, pour l'arrondissement 7 de la ville de Waterloo. Merci beaucoup, Cathy, et merci de m'inviter de participer à la discussion. Je suis à Waterloo, qui on a l'université de Waterloo, c'est le territoire traditionnel de Haudenosaunee. Et on se trouve sur le chemin Haldeman. Alors, je voulais commencer en disant que, parce que je porte mon chapeau Partners for Action, c'est une initiative de recherche à l'Université de Waterloo où on met l'emphase sur les risques, surtout préparer les Canadiens pour répondre aux inondations. Alors, quand je pense à porter ce chapeau-là, je pense à comment l'adaptation climatique et les réponses au hasard et aux défis des risques climatiques, comment ils se rejoignent dans cette stratégie nationale. C'est une discussion qui est vraiment en retard. On tenait ces deux choses-là séparément en pensant à nos réponses, que ce soit aux incendies, aux inondations, les événements extrêmes de vent, ouragans et autres au Canada atlantique. On a tenu ces deux choses-là séparément et on s'est peut-être trompé en se disant que les changements climatiques n'étaient pas là. Mais les changements climatiques sont là. On le voit dans la sévérité des événements. Juste l'année dernière, entre deux des événements que nous avons vécus, le, la tempête, le derecho au Québec et en Ontario et l'ouragan Fiona. Il y a deux événements dans les premiers 10 événements en ce qui concerne les pertes. C'est des événements de 2 milliards de dollars. Donc, quand on pense à ce fonds qui est associé à cette adaptation, cette stratégie d'adaptation, nous avons beaucoup de travail à faire. Et je crois que le point principal, c'est que 80 de notre population vit dans des lieux urbains, dans des réalités urbaines, et notre infrastructure est très vulnérable au changement climatique. Alors, si on ne fait pas ce travail-là d'adaptation, on va voir des effets sur notre PIB, l'érosion de notre infrastructure. La FCM a cette statistique 123 milliards de dollars comme lacune en investissement pour l'infrastructure. Alors, quand je porte mon chapeau comme conseillère de la ville de Waterloo, je pense beaucoup à comment les changements climatiques ont un effet sur notre infrastructure, l'infrastructure de notre ville, et comment argumenter, comment justifier un investissement
C'est là où la stratégie d'adaptation nationale devient un outil très important. On a les ODD, les objectifs du développement durable, 17 objectifs, plus que 200 indicateurs. C'est une approche de toute la société et un rôle pour tout le monde dans les ODD. Le plan d'adaptation nationale est similaire. Ça demande à tout le monde de jouer un rôle. Donc, c'est une entrée pour que plus de gens puissent participer à cette discussion sur l'adaptation climatique, surtout du côté de l'infrastructure. Et avec l'investissement dans les infrastructures, on parle de beaucoup d'argent. Donc, c'est ça l'encadrement qu'on amène à la résilience face aux inondations. Ensuite, l'autre affaire, et je trouve ça très important aussi, c'est l'idée qu'à l'intérieur de nos communautés, il y a des gens qui seront plus impactés par les changements climatiques que d'autres. Alors, une partie de ce positionnement, une approche de toute la société. Tout le monde doit participer, mais il faut s'assurer que les gens ont la chance de, de s'en aller des situations de vulnérabilité dans lesquelles il et elle se trouvent. Et beaucoup de cela, c'est une question d'infrastructure. Alors, si on crée de l'infrastructure, s'il réfléchit aux gens qui vont être le plus affectés par les changements climatiques, on va pouvoir mitiger, atténuer les impacts à long terme de ces changements. Alors, ce sont des choses qui doivent être incluses dans nos plans d'adaptation dans l'avenir. Et Partners for Action amène des outils à la table, présente des outils pour aider avec ce travail. Une des choses sur lesquelles nous travaillons depuis quelques mois, notre rapport sur comment racheter les terrains sur les plaines inondables. Les terrains inondables, il y a des communautés qui ne peuvent plus supporter des inondations à répétition et doivent maintenant racheter des terrains comme stratégie. Un autre projet que nous mettons sur la table, c'est de regarder de très près la vulnérabilité sociale. C'est une situation temporaire. Ça ne décrit pas une démographie. On entre et on sort de la vulnérabilité et les changements climatiques exacerbent beaucoup. Donc, on a créé un index de la vulnérabilité sociale pour pouvoir prendre des données, une approche basée sur les données et ensuite ajouter des couches de risques climatiques et voir qui et quand les gens vont être le plus affectés. Alors, il y a beaucoup de facteurs à mettre ensemble et encore une fois, pour revenir à cette idée d'une approche de toute la société, c'est très important d'avoir les bons partenariats, de s'ouvrir de permettre des canaux pour que les investissements arrivent. On est très à risque, c'est ça l'état actuel au Canada, on est très, très à risque. Bon, merci Julie pour ces premiers points et on va parler davantage de cela dans quelques instants. Notre troisième panéliste dans ce groupe extraordinaire n'a probablement pas besoin d'être présenté. Don Iveson a été le 35e maire d'Edmonton de 2013 à 2021 avec une philosophie de rendre les choses meilleures pour la prochaine génération. Ce point de vue à long terme est maintenant inclus dans la stratégie de transition énergétique de la ville d'Edmonton et la stratégie d'atténuation des effets des inondations d'Edmonton. Don vit encore à Edmonton. Il travaille à temps partiel avec Cooperators sur la résilience climatique. Il travaille aussi avec Civic Good, une initiative communautaire avec des projets en partenariat avec les gouvernements et les startups. Il a accepté une nomination à l'Université de Toronto et il est bénévole au sein du CA du Canadian Alliance to End Homelessness. On a hâte d'entendre vos commentaires. D'en à vous. Merci beaucoup, conseillère Jeffrey. Et c'est vraiment un plaisir de partager la scène avec Julie et Sarah. Nous travaillons à Cooperators beaucoup avec nos amis à Partners for Action et l'Institut canadien du climat et la FCM et beaucoup d'autres partenaires comme rassembleurs dans cet espace. Alors, merci à la FCM de nous rassembler pour cette discussion.
Merci de prendre un peu de temps aujourd'hui pour nous écouter et comprendre mieux les risques par rapport à la gestion des changements climatiques et surtout, comme on l'a déjà dit, l'impératif d'agir. Dans mon cheminement en service public, nous avons vu plusieurs tempêtes et orages à Edmonton qui nous ont montré les euh, lacunes dans notre infrastructure d'égout. Et ça s'est produit dans les 14 ans que j'étais à la mairie, mais ça frappait les quartiers que je représentais, le quartier où mes parents ont grandi, où vivaient, où moi j'ai grandi. Donc, c'était très clair, pas comme communauté du Nord, que ces changements avaient lieu, s'opéraient, étaient liés au changement climatique et allaient devenir plus sévères. Alors, il fallait penser à la gestion des actifs et des infrastructures. Il fallait aussi penser à préparer cette infrastructure-là pour les orages de demain. Et donc, c'était une grande opportunité de faire une réflexion sur le design, les solutions basées sur la nature, des partenariats de toute la société et choisir où commencer, comment prioriser et quoi construire. Donc, ça a mené à du travail qui a été largement reconnu. Je suis très passionné. Je veux répéter ces expériences parce que je pense que les solutions dans les villes côtières ou dans les communautés autochtones dans les communautés rurales et isolées sont différentes, mais on est tous ensemble là-dedans. Et la stratégie nationale d'adaptation est au cœur et la FCM existe pour convoquer et rassembler toutes ces perspectives, ces points de vue communautaires. Et le point de départ, c'est de comprendre le risque. C'est pour ça que les cooperators sont là, on est des experts en risque parce qu'on travaille bien sûr dans les assurances vie, les assurances pour les infrastructures. Nous sommes à la table de l'Office du Bureau national de l'assurance. On participe à Climate Proof Canada, qui a fait beaucoup de plaidoyer au, par rapport à la stratégie d'adaptation nationale. Donc, on veut s'assurer que les agences qui répondent aux urgences naturelles, l'équipe de Julie, des experts en recherche comme l'équipe de Sarah et l'FCM soient tous ensemble autour d'une même table. Et cette convocation se fait, cette concertation se fait et a eu un grand impact sur la stratégie nationale d'adaptation. Alors, ce n'est pas la première discussion pour les assureurs, ce n'est pas la première discussion pour la FCM et on travaille depuis un bon moment des périls, des dangers auxquels nous faisons face, mais aussi des opportunités pour travailler autrement et cooperators en particulier, euh, comme j'ai découvert, euh, a beaucoup d'alignement au niveau des valeurs avec la FCM. On est bien sûr, on appartient aux caisses populaires et aux unions de crédit partout au pays et nous sommes redevables à eux. Et nous voulons la stabilité pour les Canadiens et les communautés. Et ça inclut notre façon d'être résilient. Comment nous pouvons être résilients face aux risques qui menacent notre sécurité de nos foyers, de nos entreprises, de nos infrastructures. Et donc, voilà, c'est pour ça que nous participons à ce partenariat avec la FCM et d'autres gens qui travaillent dans cet espace. Mais je veux mettre l'emphase sur le fait, je veux souligner le fait que ce n'est pas seulement les assureurs et les experts en risque, mais aussi comme investisseurs, cooperators, à plusieurs fonds qu'il a accumulés au nom de ses membres. Il a investi dans des solutions de logement abordables, souvent avec la communauté des coopératives de logement et des initiatives d'atténuation des changements climatiques, bâtir du logement et des bâtiments plus résilients au climat. On veut investir une grande partie de nos fonds dans des initiatives basées sur l'impact et
Nous croyons que nous pouvons améliorer le ratio à 60 des investissements dans la résilience communautaire. C'est très important et ça nous amène à cette discussion aujourd'hui. Essayer d'identifier des opportunités pour entrer en partenariat avec des communautés pour faire avancer leur résilience, leurs objectifs d'investissement là où il y a des risques connus et où on peut atténuer ces risques pour aider tout le monde parce que nous croyons qu'on a besoin de beaucoup plus d'investissement dans l'atténuation et dans cette stratégie d'adaptation et la gestion des risques et des actifs. Le mettre entièrement sur les épaules des gouvernements ne va pas nous amener à là où on devrait être. Même le gouvernement fédéral qui imprime l'argent ne peut pas tout faire. Et même si c'était le cas, s'ils dépensaient des dizaines de milliards de dollars sur cette infrastructure-là, ça ne veut pas nécessairement dire que ça irait aux endroits les plus efficaces avec les meilleurs résultats par rapport à atténuer les risques et avec les meilleurs ajustements par rapport à l'équité que Julie a mentionné. Alors, encore une fois, une approche de toute la société veut dire que les investisseurs et le secteur privé doit être présent autour de la table avec les gouvernements pour prioriser les investissements. Pour nous donner un exemple, on a besoin de mathématiques, de calculs précis sur les plaines d'inondation. On peut protéger ces plaines-là en reconnaissant que dans une situation catastrophique, ils vont s'inonder. Mais c'est pour ça les assurances, ces inondations-là. Malheureusement, l'assurance est inabordable pour beaucoup trop de Canadiens dans des plaines inondables qui se font frapper de plus en plus par par ces orages et ces inondations. Et c'est ces gens-là parce que les provinces mettent un seuil, limite maximale sur ce qu'ils vont payer. Alors, on a besoin d'une approche et de calcul. Qu'est-ce que ça veut dire par l'action collective, les municipalités ou des coopératives établir des travaux publics, des infrastructures qui pourront protéger ces communautés? Donc, ultimement, ce sont des activités où on applique des prix. C'est des activités de marché, mais ça revient aux municipalités pour jouer un rôle critique dans la mise en œuvre de cette infrastructure en allant cherchant les fonds, en augmentant les taxes foncières, par exemple, les impôts fonciers. Donc, la construction de digues qui protègent ces communautés ou un TIF qui peut aussi réagir à ce genre d'éventualité. Et là où ça peut être encore plus intéressant, si l'infrastructure, si le consortium qui bâtit cette digue-là est prêt à prendre un certain risque et en utilisant des scénarios de risque climatique, on peut avoir de l'entretien à long terme et ces partenariats deviennent attirants pour le capital privé. Donc, si le gouvernement fédéral peut, à travers ses calculs, financer de l'infrastructure, il y a beaucoup de projets qui vont être proposés, qui vont venir des municipalités, mais d'autorités portuaires, de complexes industriels et beaucoup d'autres activités basées sur la terre qui vont devoir être durcies, protégées, pas seulement au niveau des risques, mais aussi les inondations, les incendies qui vont devenir davantage sévères. La chaleur aussi, il y a de l'espoir parce qu'il y a des gens qui essaient de résoudre au niveau d'une approche globale de la société. Et c'est ce qu'on fait avec la FCM jusqu'ici. Et je dois dire qu'on est en discussion avec 20 communautés, plus que 20 communautés, à travers le travail que nous faisons avec ICLAID sur le programme de résilience pour identifier des projets qui ont ces impacts, qui sont mûrs pour un investissement privé et des partenariats multisectoriels
multipartenaires et améliorer littéralement la résilience des Canadiens, des Canadiennes et de leurs familles, leurs entreprises, leurs propriétés et leurs communautés. Parfait. Merci beaucoup, Don. Très bien. Et donc, notre panélistes nous ont bien préparé pour nos questions. Nous allons maintenant faire une table ronde avec des questions. Alors, la question numéro un qu'on aimerait demander à Sarah, je crois qu'on a entendu parler déjà beaucoup de cela, mais il y a plus d'informations qu'on peut avoir. Pourquoi ce travail d'adaptation est-il important? Merci, Cathy. Julie et Don ont parlé beaucoup d'aspects de cette réponse. Plusieurs exemples tangibles, concrets de pourquoi nous ne pouvons pas tomber en arrière, en retard par rapport à cette planification. Pour beaucoup de gens qui participent à cet appel, l'adaptation n'est pas le seul enjeu. Pour vous, bien sûr, pour des gens comme moi et Don et Julie, nous pensons surtout à l'adaptation. Donc, bien sûr, il y a d'autres prioritaires, d'autres enjeux prioritaires en compétition les uns avec les autres. Et ce qu'on a trouvé à l'Institut avec la recherche que nous avons faite, c'est que l'adaptation est mieux vue comme un investissement et pas un coût à cause des multiples, des retours sur l'investissement. Donc, pour chaque dollar investi dans l'adaptation proactive, pas seulement nettoyer après le désastre. L'adaptation proactive, on peut avoir de 13 à 15 dollars en retour pour chaque dollar investi. Alors, les résultats sont très clairs pour éviter des dommages physiques. On le voit dans plusieurs études, mais c'est aussi les effets économiques indirects, éviter un arrêt dans les chaînes de production. Ça a un effet dans toute l'économie. Quand on regarde le portrait global, il y a une justification au niveau des affaires. Ça devient très rentable de le faire et Don a parlé de comment nous pouvons tirer profit de ces investissements. Comment tirer profit de ces bénéfices, comment monétiser ces bénéfices, comment les canaliser envers les gens qui en ont le plus besoin. Mais on ne peut plus se permettre de ne pas faire ces choses de façon systémique. Alors, il y a beaucoup sur l'assiette de tout le monde, on a beaucoup de pain sur la planche, mais comme Julie a dit, il y a une intersection avec les vulnérabilités sociales. On ne parle pas seulement d'adaptation d'infrastructures dures, on parle aussi de réduire la vulnérabilité des gens face aux extrêmes. Et souvent, nous ne pensons pas à ces initiatives-là comme étant de l'adaptation, aider nos populations les plus vulnérables, construire du logement abordable, s'assurer que notre système de santé est résilient. On a vu ça en Colombie-Britannique récemment. Les impacts les plus sérieux du dôme du dôme de chaleur, de la chaleur extrême, c'était les vulnérabilités dans le système de santé qui n'a pas pu répondre. Alors, il y a toute une série d'actions qui doivent être mises en place et nous croyons qu'il y a un argument économique très important. Pour ajouter à cela, je suis d'accord avec tout ce que Sarah vient de dire, la vulnérabilité humaine et la vulnérabilité communautaire et la vulnérabilité des systèmes pour les services publics, la santé qui sont déjà stressés. Et pour revenir au point, renforcer le point sur la résilience économique, beaucoup de la discussion met l'emphase sur les risques critiques et les réponses immédiates pendant et après l'incendie. Mais à long terme, les risques chroniques à long terme sont importants à prendre en considération. Et c'est par exemple des tendances par rapport à la présence d'humidité, la production alimentaire, la source d'eau potable.
Il y a beaucoup d'enjeux pour les communautés à ce niveau-là, pour les industries clés qui dépendent de certaines conditions climatiques, mais aussi au niveau fondamental. Tout ça pour dire que ça va être requis dans les communautés. Les communautés le font déjà, mais ça va être requis de tout le monde, secteur public et secteur privé, de rendre publics ces risques climatiques chroniques et aussi urgents en utilisant les standards de comptabilité et les acronymes changent. Il y a SASB, il y a ISSB, mais ça devient IFRS. Nous connaissons tous IFRS. IFRS, ça va requérir que ça soit rendu public. Toutes nos municipalités vont devoir savoir quels sont ces risques à court terme en ce qui concerne et vont devoir les divulguer publiquement. Et je crois que les communautés qui ont la meilleure conscientisation des risques et le meilleur plan pour s'attaquer à ces risques pour éviter tout cela, euh, même si beaucoup de ces effets néfastes à long terme, ça va beaucoup mieux aller au niveau de l'investissement, la croissance, attirer l'investissement comparé à des communautés qui n'ont pas des plans pour répondre à ces risques ou qui ne comprennent même pas ces risques parce que les investisseurs commencent à se pencher là-dessus. Il y a une histoire très intéressante que je vais mettre dans le chat. Fannie Mae commence maintenant à évaluer la surévaluation de son portefeuille par rapport aux hypothèques et quand les prêteurs pensent au risque d'inondation et de feu et la disponibilité à long terme de l'eau potable, ça va avoir un effet énorme au niveau économique pour les communautés et pour les propriétaires des actifs. Donc, se devancer en comprenant les risques et en mettant en place des plans plus tôt que tard, ça va être vraiment au cœur du développement économique. Ça va être un impératif à court terme. Et il faut y penser tout de suite. Deuxième question. Julie, comment est-ce qu'on devient un champion pour nos collègues qui sont réfractaires au risque? Comment pouvez-vous devenir un champion pour vos collègues qui ont une aversion pour le risque en pensant particulièrement aux municipalités de petite et moyenne taille? À la racine de tout ça, il y a la compréhension du risque. Comme Don vient de l'expliquer, il y a un élément de divulgation qui est important. Permettre aux communautés de comprendre les risques, permettre aux individus de comprendre les risques. Et c'est là où on a vraiment une grande lacune au Canada en ce moment. Pas seulement on ne rend pas disponible publiquement cette information, il y a des provinces où c'est le cas. Les cartes de plaines inondables sont assez robustes, mais nous ne pouvons pas simplement être notre code postal dans un appli et savoir quel est notre risque. Alors, il y a une lacune au niveau de la divulgation et le partage de l'information. Il y a plusieurs organisations qui travaillent là-dessus, qui essayent de s'attaquer à cela et s'assurer qu'il y a la loi 56 en Ontario qui veut rendre la divulgation de cette information sur les plaines inondables disponibles publiquement annuellement. Connaître votre risque, c'est très important. Numéro 2, c'est recadrer comment nous pensons les changements climatiques et l'adaptation de nos infrastructures. Quand on pense à nos objectifs pour nos communautés, le bien-être de nos communautés, on veut que nos communautés s'épanouissent et prospère. Et comment nous faisons cela? Bien, on le fait déjà en s'assurant que notre eau potable et nos systèmes de sanitation et d'égouts, nous investissons dans ces systèmes pour s'assurer que nos citoyens ne sont pas malades. Il y a un impact direct sur le bien-être et la santé de nos citoyens et il faut mettre ce genre d'approche en place pour la résilience climatique. Il faut investir dans l'infrastructure au niveau municipal, provincial et fédéral, tous les paliers pour assurer le bien-être de notre population dans l'avenir.
Et bien sûr, il y a des conséquences économiques à cela, comme vient de le dire, mais nous allons être une population plus en santé, avec plus de bien-être et de bonheur, et nous ne pouvons plus attendre. C'est déjà ici avec nous. Vous avez raison, Julie. Don et Julie, si vous voulez répondre aussi. Comment valorisons-nous les actifs naturels? Et pouvez-vous nous parler un peu du capital naturel et de sa You know, place it's dans un bilan ou dans un budget? En fait, malheureusement, ça ne se fait pas facilement. Il y a eu plusieurs initiatives, mais c'est une des grandes lacunes parce que nous savons que la nature fait partie des réponses en ce qui concerne l'atténuation, la séquestration, mais aussi la résilience et l'adaptation. Il y a des initiatives un peu partout qui sont soutenues par la science et les données. Par exemple, les zones côtières et les berges des cours d'eau. On peut utiliser du béton, bien sûr, ou on peut tout simplement utiliser les mangroves, planter des arbres et comme ça, les zones côtières s'autogèrent. Euh, si on peut être patient et les laisser pousser, ça vous offre beaucoup plus de résilience face au changement climatique. Et bien sûr, non pas des faillites catastrophiques comme l'infrastructure bâtie. Donc, le profil de risque est très différent. Intuitivement, on le sait, mais le traduire dans la valeur financière a été un grand défi. Mettre un prix sur la nature est une initiative qui prend beaucoup de recherche. Les meilleurs exemples d'où ça a été fait, c'est quand une communauté, Edmonton par exemple, quand on s'est penché pour la première fois sur la mise à jour de nos égouts pour pouvoir répondre aux orages de l'avenir. C'était 4,6 milliards pour le faire de la façon ancienne, avec beaucoup de béton, beaucoup d'infrastructures. Donc, si on se met déjà dans cette situation-là, il faut dépenser 4,6 milliards. Et ensuite, on commence à regarder d'autres solutions qui impliquent la nature, plus de rétention plantant des arbres, des cellules de sol et de terre. Il y a beaucoup de jargon, mais en créant des éponges au cœur du tissu urbain qui, en passant, crée de l'ombre, la vapotranspiration, éviter les îlots de chaleur et la valeur de la propriété est plus élevée là où il y a des arbres. Donc, on commence à ajouter tout cela. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas toujours fait ça ainsi? Alors, ça, c'est la meilleure partie. 4,6 milliards de dollars est devenu 1,6 milliard de dollars. Alors, encore une fois, si on s'était dit qu'on allait dépenser un tel montant et on se rend compte que la nature peut aider et rendre la situation encore meilleure qu'une infrastructure dure, ça devient évident. Mais arriver à cela, ce n'est pas facile. Il y a plusieurs étapes et l'infrastructure grise versus l'infrastructure verte. Il y a beaucoup de travail à faire là-dessus, mais je suis absolument d'accord. Je crois que la nature doit faire partie de la solution parce qu'elle est meilleure. Elle fait meilleur le travail que nous. Même si on est très ingénieux, la meilleure des choses que nous construisons ne dure pas éternellement, mais la nature se gère elle-même. Et c'est bien sûr beaucoup moins coûteux. Alors, pour bâtir sur ce que Don vient de dire, je crois qu'il y a plusieurs façons de se pencher là-dessus d'un point de vue municipal. Regardons le cas de Waterloo que je connais bien. Nous avons le township de Wellesley et aussi la ville de Woolwich. Quand nous pensons à notre nappe phréatique, euh, on est sur la plaine inondable dans certains quartiers. Euh, et il y a une petite crique, un ruisseau qui va à la rivière Grand. Donc, il y a un certain nombre de vulnérabilités dans la construction à Waterloo. Mais quand on pense à la gestion de cette plaine inondable et quand on pense que
c'est très important d'être en partenariat avec les communautés, avec les municipalités avoisinantes. Euh, on a parlé d'équité entre les bassins versants. J'ai vu que Ingrid a mis l'initiative des actifs naturels des municipalités. C'est une organisation qui aide aux gouvernements municipaux de penser à ces actifs naturels et les inclure dans les bilans et les budgets. Une partie de cela, c'est l'inventaire. Et bien comprendre les actifs que vous avez déjà, ça fait partie du puzzle. C'est là où on veut planter plus d'arbres, la gestion des eaux et des bassins versants où les systèmes de filtration naturelle ont lieu. En ce qui concerne le couvert végétal, nous avons un inventaire public, mais aussi un inventaire privé. Comment compter les arbres privés et investir dans la biodiversité de ce couvert d'arbres, de ce couvert végétal. Mais il faut commencer quelque part. Il faut avoir des objectifs, mais pour revenir à ce que Sarah a dit, cet investissement peut être un 12 à 1 en ce qui concerne le retour en investissement. Le retour sur l'investissement, il faut changer la mentalité, l'approche. Euh, un dernier exemple, je pense à la vallée Dawn à Toronto. Si vous connaissez, si vous êtes allé récemment à Toronto et voir l'intensification de cette ville, ça éblouit. Il y a tellement d'infrastructures bâties près de ces ravins et du lac et la naturalisation qui se fait, toute la reconstruction de la bouche de la rivière Dawn. C'est intéressant de voir comment la nature est mise à profit dans cette situation. On a déjà parlé un peu de cela. Sarah, est-ce que vous pouvez parler un peu plus de comment faire pour que l'investissement dans l'adaptation au climat soit rentable? Je crois que ça a été déjà touché, déjà décrit. Je demanderai à Dan de parler des exemples pratiques, mais je crois qu'au cœur, quand on parle de l'inclusion de capital privé, la clé, c'est de traduire ce que nous savons comme étant des bénéfices économiques convaincants pour l'économie et la société et le bien-être et la santé des gens. Ça peut être quantifié et monétisé, mais les traduire dans des bénéfices financiers qui marchent d'un point de vue des finances, ça veut dire les flux de comptant. Là, il n'y a pas de réponse facile, mais il y a des exemples de choses qui marchent, d'initiatives qui marchent à travers le pays et dans d'autres juridictions, et il faut les mettre à l'échelle à travers l'innovation et à une philosophie d'évaluation, de tester ce qui marche et ce qui ne marche pas et s'assurer qu'il y a de l'imputabilité tout le long du processus avec les partenaires et être plus innovante en regardant ce qui est possible. Alors, le point clé, il y a plusieurs outils qui peuvent être utilisés, mais le point clé, ce sont ces bénéfices économiques qui marchent pour les investisseurs et en le faisant, s'assurer que la résilience, s'assurer qu'il y a de l'équité, ne soit pas perdue. Voilà. Et Dan, je vous passe le micro. Je suis sûr que vous avez des pensées additionnelles. Oui, le meilleur exemple de cela au Canada, euh, c'est la rivière Rouge à Winnipeg. Euh, on a investi 1 milliard de dollars au début pour construire ce canal de dérivation pour protéger la ville. Et ça a été, selon le gouvernement du Manitoba, ce canal de dérivation a évité des pertes de 40 milliards de dollars. Alors, on parle de 10 ans, 12 ans, 15 ans.
Ça, c'est le cas exemplaire. Il y a des gens à l'époque qui ont dit ne construisez pas cela, c'est une perte d'argent. Des gens qui auraient été inondés 3, 4, 5 fois depuis que ça a été construit. Certains, à un point de dévastation totale, n'auraient pas pu avoir accès à de l'assurance et ça aurait été des milliards et des milliards de ces 40 milliards. Mais ça aurait été aussi des coûts du fédéral, du provincial pour nettoyer ces endroits-là. Alors, nous sommes tous responsables pour ces coûts-là. Quand une communauté est brûlée, comme à Lytton, chaque fois qu'une plaine inondable est ravagée et on reconstruit les maisons où les gens sont relocalisés à des terrains plus élevés, ce sont des coûts non assurables. Et ces coûts-là, en général, sont de 3 à 4 fois plus grands que et nous, comme payeurs d'impôts, nous sommes les responsables. Mais c'est quoi la meilleure partie? Nous n'avons pas besoin de trouver ces 40 milliards de dollars pour payer la dette ou pour bâtir ce canal de dérivation. Nous avons juste besoin de trouver quelques dollars et nous pouvons le trouver avec les grands propriétaires de terrain qui vont pouvoir aller chercher de nouveaux investissements. Euh, on peut aussi inclure dans leur modèle d'investissement. Il y a un exemple où il y a un grand centre d'achat qui est appliqué ou qui subit des inondations dans un certain quartier de la ville et nous pouvons peut-être transformer une partie du stationnement comme zone de stockage d'eau qui réussit à protéger et le centre d'achat et les résidences avoisinantes. Alors, si ça peut fonctionner pour tout le monde, et vous pouvez convaincre le centre d'achat en disant vos premiums, vos paiements d'assurance vont être plus bas. Et si on peut créer des modèles à échelle, ça pourrait être suffisant, même s'il y a un intérêt d'un point de vue du secteur privé et même s'il y a un intérêt pour l'hôpital public ou l'école publique. On n'a pas besoin d'avoir tous euh, les intéressés autour de la table. Vous pouvez arrêter une fois que vous avez l'argent pour faire l'investissement. Alors, ça va être une question d'aller chercher des différentes parties prenantes qui comprennent le risque parce que euh, du côté du privé, ils doivent faire cela. Et encore une fois, quand leurs investisseurs font attention ou mettre le capital, ça devient très important pour eux d'identifier les risques. Si on atténue ce risque-là sur nos terrains ou avec des solutions vertes ou grises avec la municipalité, les services publics d'autres institutions publiques, est-ce que c'est un bon investissement pour ces parties prenantes? La réponse souvent, c'est oui. Euh, Sinon, ce sont des risques ingérables et c'est un risque énorme. Donc, je pense que la logique de tout cela, c'est qu'on est au tout début, mais on essaye d'innover, de rendre plus petits les écarts, les lacunes et de permettre ces partenariats qui vont devoir ou vont pouvoir récolter euh, des bailleurs de fonds au niveau des gouvernements, la Banque d'infrastructure du Canada pour les projets plus grands, ce qui s'est fait à Winnipeg, par exemple. Donc, il y a un rôle du secteur privé pour s'aligner avec le plan d'adaptation stratégique national, mais ça va être les partenaires sur le terrain qui vont surtout travailler ensemble, comme le font les coopératives depuis longtemps ou les municipalités depuis longtemps, pour gérer des enjeux complexes qui ne s'arrêtent pas à la ligne de propriété d'une personne ou d'une famille, mais ils nous impliquent tous. Merci, Don.
Alors, le temps a volé, a passé très vite. Moi, j'avais d'autres questions. Alors, je pense qu'il va falloir passer tout de suite aux commentaires de conclusion. Il y a de très bonnes ressources dans la boîte de discussion. Sarah, vous avez peut-être 45 secondes chaque pour nous donner vos messages clés. Merci. Oui, ça va être vite. Je regarde le commentaire de David dans la boîte de discussion et il a changé ce que je vais dire à la fin, juste pour dire que oui, absolument, ça résonne pour moi. Euh, la- L'importance de l'atténuation et de l'adaptation jusqu'à maintenant, la stratégie nationale euh, change l'emphase et on reconnaît l'importance de l'adaptation ainsi que la réduction des émissions. Une des choses qui est devenue très claire, comme Julie l'a dit, c'est que ces impacts sont déjà ici, qu'on parle d'impacts sérieux ou chroniques et on trouve, comme beaucoup de scientifiques à travers la planète, même si on fait notre mieux pour réduire les émissions de façon très agressive, et qu'on atteint tous nos cibles, on va voir des impacts sérieux, au moins pour les prochaines 30 ans. Et c'est seulement après 2050 que les changements dans notre trajectoire commencent à être matériels en ce qui concerne les risques pour les communautés au Canada. Donc, je dirais que pour moi, c'est un argument très clair pour faire tout ce qu'on peut euh, de façon immédiate. Et merci, FCM, d'être là. Ça a été vraiment un plaisir d'être ici. On est très content de vous avoir, absolument. Julie, pour bâtir un peu sur ce que Julie a dit, comme municipalité, nous sommes au cœur de cela. Nous sommes sur le terrain. On livre l'infrastructure, les services. Et donc, penser d'un point de vue local, le genre de partenariats qui doivent être bâtis, penser à notre bassin versant, les partenariats, qu'est-ce qu'on peut faire avec la communauté avoisinante et comment recadrer cette discussion pour qu'on y pense comme une partie intégrante de nos investissements pour les infrastructures et ensuite aller chercher d'autres sources de financement. Et finalement, les trois choses doivent aller ensemble. Il faut travailler sur l'atténuation. Il faut être très agressif pour travailler sur la résilience et l'atténuation et l'adaptation, et il faut réduire les émissions. Donc, dans la communauté rurale, où est-ce que nous pouvons investir, l'agriculture a un rôle important à jouer là-dedans, énorme. Oui, absolument. Don, 10 paroles, 10 mots. Je dois passer le micro à Andrea. Comme le dit notre PDG, il n'y a pas de transition à la carboneutralité si on ne s'adapte pas. Si on fait une adaptation fragile, on ne va pas réussir. Alors, ce n'est pas une question de et où. Euh, il faut parler de résilience énergétique, mais ça doit aussi être résiliente face aux inondations et aux incendies. Il faut tout faire en même temps. Et c'est ce qui, euh, c'est ce qui est bon, ce qui est positif dans les approches globales de la société. Alors, je passe le micro à Andrea. Merci beaucoup, conseillère Jeffrey, et merci à nos panélistes. Merci Julie, merci Sarah et merci Don. Merci aux cooperators. C'est avec des partenaires comme vous qu'on peut qu'on peut organiser ces discussions critiques importantes. Si votre curiosité a été provoquée, vous voulez savoir davantage, s'il vous plaît, venez à notre conférence annuelle à Toronto du 25 au 28 mai. Vous allez entendre davantage des cooperators sur l'adaptation climatique. Notre personnel du Fonds municipal vert seront là
Nous aurons un espace dans la foire commerciale où vous allez pouvoir apprendre plus sur le Fonds municipal vert, le plan d'adaptation, les différentes sources de financement et les flux de financement. Je pense que ma collègue Crystal vient de mettre le lien pour l'inscription pour la conférence et il y a beaucoup de ressources sur le site web de la FCM. Alors, merci à vous tous et à vous toutes. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut.